les Starting Blocks ce mardi 27 novembre 2018. Une édition qui porte sur des sujets majeurs, des sujets qui ont retenu notre attention, même la vôtre depuis quelques années. Le climat social est délétère au pays de Paul Biya. Des revendications sociales, des grèves à répétition enregistrées dans plusieurs secteurs d'activité. Mototaximen, enseignants du primaire puis du secondaire, avocats, infirmiers, retraités du public et du parapublic, des employés, des entreprises publiques, les journalistes et même ceux du secteur privé. Et puis, depuis ce lundi, on a noté sur le terrain les employés de la Cameroon Postal and Services et les enseignants du supérieur qui observent un mouvement d'humeur sur l'ensemble du triangle national. Tous, pour la plupart, brandissent un chapelet de recriminations parmi lesquelles des mauvaises conditions de travail, des mauvaises conditions de vie, la non prise en compte des conventions collectives, la vie chère et bien d'autres maux sociaux. Face à ces revendications multiples et qui font même bas sur la société camerounaise, le gouvernement a très souvent servi des solutions jugées au rabais ou provisoires qui sont bien loin d'apporter des réponses voulues par les grévistes. Avec ces multiples grèves, où l'on serait même tenté de croire que le tissu social est complètement fragilisé au pays, d'où la nécessité pour s'interroger sur le climat social aujourd'hui, près du bouillonnement total que veulent véritablement les grévistes au Cameroun. Pourquoi la sourde oreille des pouvoirs publics? À quand de vraies réponses aux problèmes soulevés? Tout au clair, votre émission, votre talk show débat vous éclaire ce soir en compagnie de nos différents invités sur ces sujets majeurs de la société. Tout au clair, c'est lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde de 20h, 21h à 22h30. Tout au clair, c'est votre tribune d'échange, de débat et surtout de contradiction. Il faut le dire ici, toute la vérité peut être dite dans les termes simples, sans fioritures, sans détour. Ici, on éclaire tout, puisque vous êtes là, chers téléspectateurs, pour nous écouter et avoir des éclairages sur ces nombreux sujets qui vous turlupinent au quotidien. Et ce soir, tout au clair, se consacre à deux problématiques au Cameroun: le climat social, encore et toujours des grèves à répétition sur l'ensemble du triangle national, et puis conseil de discipline budgétaire. Que valent les rapports de cette instance mis en place par les pouvoirs publics au Cameroun? Alors, on va faire le tour de ces deux questions avec nos différents invités. Nous allons essayer, tant bien que mal, de vous apporter des éléments de réponse à toutes ces questions que vous posez, également à celles que nous avons prévues dans le cadre de cette émission. 90 minutes imparties à ce programme talk show sur la télévision du Monde, une émission que nous voulons interactive sur la télévision du Monde à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. C'est le code d'accès qui vous permet de nous envoyer votre SMS ou votre message WhatsApp, et nous nous ferons de bon heur le plaisir de le lire, de partager soit vos contributions, soit vos problématiques que nos experts essaieront d'apporter des éléments de réponse tout au long de ce programme. Et vous le savez, tout au clair, c'est un échange franc avec des personnalités. Et ce soir, nous avons prévu 4 hommes et femmes pour vous accompagner et vous donner des éléments de réponse à toutes ces questions que vous posez. Nous commençons par notre droite, puisque nous avons une femme sur le plateau. Politesse oblige. Elle est enseignante dans les universités, notamment à l'université de Douala. Elle est par ailleurs le secrétaire général du CINES. J'espère bien que je ne me suis pas trompé. Et elle est également en charge de la coordination à l'université de Douala. C'est le docteur Jeannette Fotso-Wogen qui est donc avec nous ce soir. Docteur Fotso, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas secrétaire général du CINES, mais secrétaire général de la coordination du littoral. D'accord. La précision vaut la peine. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Juste en face de vous, nous avons également des messieurs qui sont avec nous et qui ont accepté de venir répondre à nos questions. Juste à côté de moi,
À ma droite, il est homme politique, il a milité principalement dans l'opposition, il a fait ses armes dans le Bandem. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique dénommé le Nouveau Mouvement Populaire, NMP. Lui, c'est Bandakani, qu'on considère également comme membre aujourd'hui de la majorité présidentielle, puisqu'il fait partie du G20 qui a soutenu la candidature de Paul Biya. Il est avec nous ce soir. Monsieur Bandakani, bonsoir. Bonsoir Motomé, bonsoir mes copanélistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré, c'est un plaisir d'être sur votre chaîne, participer à la grande émission que vous animez. Merci également de nous faire confiance sur Tout au clair. Ce soir encore, notre invité, non de moindre, il fait partie toujours de l'opposition. Il est avec nous, il est économiste dans son quotidien, mais il est militant d'un parti politique. On va se réserver de donner le nom de ce parti politique, mais il est avec nous ce soir. Emmanuel Kouni, bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Boutomé. Merci de me convier à cette réflexion. J'espère que les deux thèmes que vous avez évoqués sont des thèmes importants et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs à qui je dis bonsoir et bonsoir également à mes compagnons. Alors, nos téléspectateurs aiment bien qu'on leur dise toute la vérité et rien que la vérité sans être dans un tribunal, puisque c'est ça l'objectif de l'émission. Nous aurons également tout à l'heure, si les conditions le permettent, André Luther Meka, qui est enseignant aussi. Il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et nous allons discuter avec ces personnalités, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce programme, tout au clair de ce mardi 27 novembre 2018. Messieurs, mesdames, nous ouvrons le panel avec, bien évidemment, la première problématique, celle à rapport avec ce climat social au Cameroun, encore et toujours des grèves. Et je voudrais poser la première question, messieurs, si vous le permettez bien, sans faire de la politesse, mais pour entrer véritablement dans le sujet, au docteur Fotso qui est avec nous ce soir. Il se passe que depuis ce lundi 26 novembre, les enseignants de l'université sont une fois de plus rentrés dans un vaste mouvement de revendication. Que se passe-t-il véritablement dans les universités du triangle national, notamment les universités d'État? Avant de répondre à votre question, j'aimerais avoir une minute de silence pour le collègue professeur Bouffon, qui a été massacré, pour ne pas dire assassiné à Bamenda, dans le cadre de la crise en Afrique. Il était l'un des responsables à l'université de Bamenda. Il a été assassiné le 25 octobre dernier et il était membre du syndicat national des enseignants du supérieur. Bon, pour revenir à votre question, je dirais simplement que la réalité est que le chef de l'État, depuis avril 2008, autant pour moi, avait institué une prime de modernisation de la recherche pour les enseignants du supérieur. Il faut dire que cette prime-là était une solution politique à un problème social. Mais on se rend compte que chaque fois, il faut qu'on monte au crédit pour pouvoir bénéficier de cette prime trimestrielle. Donc on attend jusqu'à cette date la troisième tranche de cette prime de modernisation qui est affectée à tous les enseignants permanents des universités d'État. Donc, rendu au 27 novembre, rien n'est dit, aucun communiqué ne fait dans ce sens-là. Or, nous devons être payés tous les troisièmes mois de chaque trimestre. Or, aujourd'hui, nous sommes le 27. Rien n'est effectivement dit. On aurait dû être payé depuis le 15 octobre. Mais on s'est dit que comme c'était la période post-électorale, il ne fallait pas que les uns et les autres, les partis politiques, que ce soit la gauche, la droite ou les centristes, tombent dans la manipulation, ou alors qu'on dise qu'on est manipulé par les uns ou par les autres. Donc on a laissé le temps en se disant, en pensant que d'un moment à l'autre, on n'aurait pas besoin de monter au créneau pour être payé, mais jusqu'à cette période, rien n'est fait. Il faut dire qu'en dehors de cette prime qui n'est pas payée, le climat même au sein des universités n'est pas gai. Je parlerai de l'université de Douala que je connais un peu. Les primes internes ne sont pas payées. Bon, quand je dis primes internes, c'est l'ensemble des états dus aux enseignants, que ce soit les jurys de master, les jurys de thèse, ou les rattrapages
l'ensemble des jurys en général, rien n'est payé dans ce sens-là. Et les enseignants travaillent dans de conditions précaires. Voilà ce que je peux déjà dire pour commencer. Alors, une certaine précarité qui est ressentie sur l'ensemble du pays. Bandakani, est-ce qu'on a le sentiment que l'observation qu'on fait de nombreuses revendications sur le plan national, mototaximan, bensikina, infirmiers, avocats, bref, tous les secteurs sont touchés par ces revendications telles que présentées ici par l'enseignant d'université. Est-ce qu'on peut comprendre cet état des choses où pratiquement tout le monde se plaint, tout le monde revendique? Ben, il faut d'abord admettre ceci. C'est peut-être une évidence de rappeler que les grèves font partie du décor démocratique. Et c'est un droit garanti par la Constitution du Cameroun. Et lorsque ces grèves se tiennent dans des conditions prescrites par la loi, on ne peut que les soutenir. Moi, je suis quelqu'un qui appartient à une tradition politique qui considère que le mouvement social dynamisé par les organisations sociales du genre SINES et autres sont un élément essentiel dans la démocratie parce qu'elles consolident ou bien elles peuvent servir de levier à la justice sociale. Dans un contexte où, n'est-ce pas, on remarque que généralement les motifs de ces grèves relèvent plus, les motifs qu'il y a derrière quand vous les analysez, c'est que c'est même pas que, par exemple, si on prend le cas du SINES, que l'argent manque. Vous allez voir que, par exemple, les primes que le SINES réclame sont entre quelques bureaux. C'est entre quelques bureaux, et il y a des gens qui s'amusent, qui jouent au malin pour distraire cet argent-là. C'est un droit qui leur est dû parce que c'est un droit, c'était la réponse du chef de l'État à un problème social qu'ils avaient posé. Et le président a répondu. Il a touché cette prime-là auparavant. Qu'est-ce qui explique que depuis le mois d'octobre jusqu'à présent, ils n'ont pas les primes? Donc, ce n'est pas la grève comme ça qu'on peut voir clair dans la situation. C'est pour ça que nous pensons que les grèves, le mouvement social, lorsqu'il est conduit de façon responsable, est un élément majeur de la vie démocratique. C'est même un levier de gouvernance. C'est un moyen qui permet à l'État et aux dirigeants politiques de haut niveau de bien gérer le pays en s'assurant qu'il y a la justice sociale. C'est pour ça qu'a priori, j'apporte mon soutien au SINES et au SINES, pour le cas précis du SINES que j'ai bien suivi. D'autres cas, je n'ai pas tous les éléments à ma possession. Mais je vous dis, dans ma tradition politique, dans mon histoire, je suis un homme, entre guillemets, qu'on appelle de gauche. Donc je connais l'importance des revendications sociales dans la construction d'une démocratie sociale qui élève la justice, la bonne répartition des richesses au rang de priorité. Alors, l'université de Douala, parmi tant d'autres universités d'État, mais à côté de cela, d'autres institutions parapubliques, notamment la Cameroun Postal and Services, ses employés sont dans la rue depuis hier également. Des courriers ont été envoyés au Premier ministre chef du gouvernement. Ces derniers estiment que les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Le nouveau top management a pratiquement tout barricadé. On n'a pas droit à la parole au sein de la Grande Poste, par exemple. Est-ce qu'on peut comprendre que malheureusement, il faut aboutir à une grève au sein de la Grande Poste pour présenter au devant de la scène la situation qu'on vit dans cette entreprise-là? Oui, je crois qu'il faudrait poser le problème comme c'est-à-dire le situer dans son contexte. Il faut d'abord commencer par ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent sont des personnes qui ont eu le pouvoir depuis très longtemps, qui ont appris à administrer, à donner des ordres d'en haut, et s'imposent à ceux qui sont sous leurs ordres. Aujourd'hui, par exemple, l'université, s'il faudrait qu'on en parle. Moi, j'étais à l'université dans les années 76, 70, et j'en suis sorti dans les années 80. Il y avait 10 000 étudiants à l'université du Cameroun, c'est-à-dire tous les étudiants étaient 10 000. Aujourd'hui, ils sont 500 000 et poussières. Ça veut dire que l'approche ne peut plus être la même. Et aujourd'hui, avec la modernité, la gestion, ce n'est plus, on n'administre plus tout azimut, on manage. Et quand vous managez, vous devez auditer, vous devez évaluer. Ce n'est pas le cas de ceux qui nous gouvernent. Donc, ils évoluent par coup. Et de temps en temps, il y a des soubresauts par-ci, par-là. Et c'est sur la base des soubresauts qu'ils cherchent des solutions. Mais le problème, c'est qu'il y a des soubresauts partout. Mais justement parce qu'ils sont déphasés. Et ils ont la vieille méthode. Et ces méthodes-là, il faut qu'ils actualisent ces méthodes. S'ils veulent continuer avec leur pouvoir perpétuel, qu'ils essayent
de suivre la modernité. La modernité voudrait que on puisse gérer les choses aujourd'hui d'une certaine manière. Et l'être humain, à un certain niveau, a de la peine, n'est-ce pas, à s'adapter à, comment dirais-je, à l'exigence des époques successives. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui ont été habitués à prendre des mesures, même si les mesures ne conviennent pas. Quand vous parlez, on vous dit vous n'avez rien à dire. Ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'ils ont la force publique avec eux. Donc, moi je crois que ces gens qui nous gouvernent doivent comprendre que le temps a changé. Il y a une évolution certaine. Le pays a changé en nombre de citoyens, en méthode, la méthode doit changer. Et qu'ils doivent comprendre que même si on ne peut pas trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, ils doivent pouvoir dialoguer, créer des cas de concertation pour pouvoir expliquer aux gens qui se sentent peut-être lésés ou bien qui n'ont pas leurs droits au moment où ils devraient les avoir, les motifs pour lesquels l'État ne peut pas assurer un certain nombre de ces prérogatives. On ne dit pas à l'État de résoudre tous les problèmes, mais il peut arriver que l'État soit dans des difficultés qui lui permettent, n'est-ce pas, de différer certaines actions, mais il faudrait que les concernés, les bénéficiaires de ces actions-là, puissent comprendre pourquoi cela leur arrive. Mais quand vous opposez une fin de non-recevoir à tout, alors on débouche par les grèves et ça devient une grève généralisée dans tous les sens. Hier, c'était les enseignants, oui, c'était les employés, les anciens employés des chantiers navals, c'était... Alors, on n'en finit plus et on enregistre des grèves pratiquement sur l'ensemble du triangle national et dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Une situation assez déplorable, une situation difficilement vivable, mais pourtant, le quotidien des uns et des autres ne semble pas être véritablement amélioré. Ce qui nous donne également de pouvoir nous dire ici sur le plateau et vous à la maison que vous pourrez nous envoyer vos SMS à travers le 6 99 57 30 et 26. Dans le même temps, nous avons reçu notre invité sur ce plateau, l'autre invité que nous attendions, André Luther Meka. Il est enseignant et par ailleurs membre d'un parti politique proche du pouvoir. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de participer aux émissions de LTM et merci de m'avoir invité. Alors, la situation est telle qu'aujourd'hui, les grèves sont quasi quotidiennes et pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'on doit dire que le Cameroun se porte mal dans son fond? Mais moi, je crois que le Cameroun se porte bien. C'est l'expression de la démocratie, c'est l'expression de la liberté syndicale, c'est l'expression de la pluralité idéologique. Donc, les Camerounais s'expriment dans le cadre, n'est-ce pas, de la revendication de leurs droits, puisque nous sommes dans un pays de droit. Pour moi, c'est un indicateur de la vitalité de la démocratie. Mais aussi, c'est aussi un indicateur du fait que les Camerounais, assez matures, savent, n'est-ce pas, présenter leur doléance, savent s'activer pour revendiquer leur part dans la problématique, n'est-ce pas, des revendications sociales. Vous savez, nous ne sommes plus au niveau des classes sociales, nous sommes maintenant au niveau où chaque corps social, où chaque catégorie socio-professionnelle essaie, n'est-ce pas, de pouvoir revendiquer son droit, essaie de pouvoir revendiquer tout ce qu'il peut avoir comme droit. Donc pour moi, c'est l'expression de la démocratie, c'est aussi le fait que les Camerounais sont matures et savent revendiquer ce qui leur est de droit. Alors, Dr Fotso, vous êtes mature, vous revendiquez ce qui vous revient de droit, mais est-ce que dans cette revendication, vous ne mettez pas en mal, je veux dire quoi, le cursus académique des étudiants qui vous ont été remis? Je pense que dans une situation comme celle-là, il ne faut pas plonger dans le sentimentalisme. Je l'ai souvent relevé. Parce que si on met les étudiants en avant, quelle est la place qu'on accorde à l'enseignant du supérieur? Allez déjà voir dans quelles conditions ces étudiants-là travaillent. C'est dans une... je vais parler de l'université de Douala que je connais un peu. C'est dans une insalubrité indescriptible. J'avais même pensé que pour cette émission, si vous ne me l'aviez pas dit juste ce matin, il aurait été intéressant qu'en image de fond, on ait un peu les salles dans lesquelles ces cours-là sont dispensés. Parce que quand un étudiant franchit l'espace dit campus 2, il est complètement démotivé. Un enfant qui sort d'un certain établissement ne peut pas s'en sortir dans ces espaces-là. Vous ne pouvez pas avoir près de 3000 étudiants pour une filière, pour une faculté, et il n'y a pas de toilettes viables, ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Et on va plonger en disant ce savoir doit être dispensé dans un espace
où on retrouve un minimum. Mais ce minimum-là n'est pas retrouvé. Mais vous avez accepté quand même de pouvoir exercer votre quotidien et donner le savoir à ces étudiants dans ces conditions-là? Non, ce n'est pas dans les conditions de promiscuité ou d'insalubrité. Quand on travaille dans un espace, il faut un minimum. Donc, dit que les étudiants ne sont pas en train de recevoir les enseignements, c'est négliger un peu la situation qui est celle des enseignants. Quelle est la situation des enseignants? Est-ce que les enseignants du supérieur, de façon globale, ont un statut qui leur est propre? On ne va pas... La réponse peut être oui et non. Mais les enseignants du supérieur font quand même partie du corps d'élite dans ce pays. Donc on ne peut pas comprendre que les uns soient contentés alors qu'ils n'ont même pas demandé et que les autres, on ne respecte pas leurs droits, parce que c'est quand même l'objet d'un décret présidentiel. Qu'on nous brandisse l'argument selon lequel les étudiants sont pénalisés. Ceux qui ne payent pas ces enseignants à date, ils ne savent pas que les étudiants, quelles pourraient être les conséquences. Ce n'est pas à nous de payer les conséquences de ce qui se passe. Et on ne le dira jamais assez. La grève appelle au dialogue. C'est quand on n'a pas de solution qu'on appelle à la grève. Et quand on appelle à la grève, c'est pour être invité à la table des négociations. Or, on n'est même pas ici au niveau des négociations. Cet argent devrait être accrédité dans le compte de tous les enseignants. Les autres corps, les magistrats et autres, qui reçoivent leurs émoluments, ils n'ont jamais marché pour les recevoir, à ma connaissance. Donc je ne comprends pas pourquoi celui-là, ces magistrats ont été enseignés par des enseignants. Mais eux, ils sont bien mieux lotis que les enseignants du supérieur, que ce soit les assistants, les chargés de cours, les maîtres de conférences ou les professeurs. Alors, donc vraiment, épargnez-nous l'idée selon laquelle les étudiants sont pénalisés. C'est pour que nous soyons nous-mêmes dans de bonnes conditions pour travailler avec ces étudiants. Que chaque responsable joue son rôle. Nous, au niveau du syndicat, nous jouons notre rôle qui est celui d'enseigner et de défendre nos droits quand ces droits-là ne sont pas respectés. Alors, est-ce à dire que l'enseignant au Cameroun, de façon globale, ne peut pas véritablement vivre du métier qu'il a choisi d'exercer? Non, le contrôle du travail des enseignants ne sont pas... Je veux rester poli, c'est clair. Et puis... C'est pas poli, dites-nous toute la vérité, on a pris l'engagement. Ça devrait être une priorité sociale, ça devrait être une priorité politique, l'amélioration optimale des conditions de travail des enseignants. Donc, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, vous voyez, si c'était le cas, on ne s'amuserait pas avec un droit comme celui-là, qui a été l'objet d'un décret présidentiel et qui ne coûte pas grand-chose, de manière fondamentale, au budget de l'État. Lorsqu'on s'amuse avec un pareil droit, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pour promouvoir quoi? Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est pour ça que moi j'apporte tout mon soutien au CNES. Je l'ai dit à l'entame de l'émission. C'est dans ma tradition politique et je suis très à l'aise avec ça parce que je vais vous dire deux choses. Premièrement, soutenir le mouvement social, c'est une chose. Faire de la récupération politicienne, c'est autre chose. Donc, je voulais me démarquer de mon ami Kougné. Pourquoi je le fais? Parce que, vous savez, une chose est de récupérer une grève. Une chose est d'aider à porter cette revendication. Nous nous aidons à porter les revendications. Tout à l'heure, vous avez souligné le cas du chantier naval. Je ne vous dis pas tout ce qu'on a fait pour les employés du chantier naval. Et nous avons appelé d'autres acteurs politiques, ils ne sont pas venus. Vous pouvez aller faire les enquêtes, ils ne sont pas venus. Nous avons porté les travaux du chantier naval seuls. Je dis bien seuls. Ce ne sont pas le seul cas. Les dockers, les dockers du port, qu'ils ont grévé. Mais c'est comme s'ils puaient. C'est comme s'ils puaient. Nous avons été les seuls à les porter, à les encadrer. Pas les porter de façon irresponsable, à essayer donc de soutenir la revendication, mais de s'assurer à ce qu'il y ait toujours un espace de dialogue responsable entre eux et les interlocuteurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous croyons énormément à la démocratie sociale, surtout dans un contexte comme celui-ci. Le président de la République a dit, dans son socle doctrinal, libéralisme communautaire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il est bien conscient que le libéralisme tel qu'il est engagé dans les pays africains, les pays de la périphérie, aboutit à une sauvagerie sociale.
ça frise l'esclavage. Il a dit communautaire pour démontrer qu'il faut réussir à concilier les aspirations, la performance économique avec la justice sociale, je vous l'ai dit. Donc, dans le contexte actuel nous avons, vous ne pouvez pas l'avoir dans les conditions actuelles si vous n'intégrez pas le fait que les acteurs sociaux comme les syndicats, les organisations sociales sont un levier essentiel pour s'assurer qu'il y a la justice sociale, qu'il n'y a pas de blocage dans la bureaucratie, qu'on bloque les droits de manière à rendre, de manière à ce que ce soit des droits qui ne soient pas réels, que ça reste des droits sur le papier. Si vous n'intégrez pas le fait qu'il faut que les mouvements comme le CNES et les autres sont considérés comme étant le seul moyen de déverrouiller cet ensauvagement économique qui est inhérent à ce libéralisme entre guillemets sauvage, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne dans notre pays que la démocratie sociale, dans les conditions actuelles, est le moyen par lequel on peut aider le gouvernement et les autorités à rendre réel ce cercle doctrinal qui me semble assez cohérent. Alors, lorsqu'on constate également sur le terrain les grèves à répétition, on a une autre observation qu'on fait, c'est celle selon laquelle, lorsque vous revendiquez, vous êtes considéré comme étant le paria de la société. Les autorités ne vous apprécient pas beaucoup, ne veulent pas vous voir, évitent d'avoir justement ce dialogue social qui a été le maître mot pour davantage apaiser le cadre social. Est-ce qu'on peut comprendre cet état des choses? Oui, le pouvoir est allergique à tout ce qui le perturbe, à tout ce qui, n'est-ce pas, le menace. C'est un pouvoir perpétuel, c'est un pouvoir qui date de 36 ans, donc il faut comprendre son attitude. Mais ce que je voudrais dire... C'est pas qu'au Cameroun que ça se voit, ça se voit un peu partout. Non, les gens dialoguent partout. Quand il y a ce genre d'opération, on s'assoit et on discute. En France, le jeune Macron a voulu faire exactement la même chose, mais vous voyez bien que c'est en train de se dégénérer et il est en train de chercher à... En France, on a vu ces gilets jaunes et ces blouses blanches. Oui, les gilets jaunes, justement, parce que nous calquons, c'est le type de pouvoir que nous avons, c'est-à-dire le pouvoir d'en haut, qui veut rien savoir, qui veut dire j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux, j'ai mon mandat. Pendant mon mandat, si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez la fin du mandat et puis on va évaluer. Or, ici, c'est un pouvoir qui date de 36 ans, donc il doit pouvoir comprendre que c'est un pouvoir naturel. Hein. Nous sommes déjà habitués à ce pouvoir-là, et il faudrait qu'il se métamorphose pour qu'on puisse être en harmonie. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la grève des enseignants, c'est qu'il y a deux corps dans la fonction publique qui, pour ma part, doivent être considérés comme les principaux corps de l'administration. C'est-à-dire l'éducation et la santé. Parce que c'est des corps où justement les gens qui travaillent dans les grèves sont en répétition. Puisque c'est des gens qui ne jouissent, qui ne bénéficient pas, qui ne peuvent pas vivre de leur métier. Vous prenez tous les autres, vous prenez le ministère des Domaines, tout le monde vend les terrains et fait tout ce qu'il veut. De toute façon, les gens ont des moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre très au-dessus de leur moyens. Vous prenez le ministère des Transports, c'est pareil. Il y a les contrôles routiers, il y a les préventions routières, il y a les pesages et tout ce que vous voulez. Vous prenez le ministère du Commerce, il y a les contrôles. Vous prenez le ministère de l'Industrie, il y a les agréments. Vous prenez le ministère des Finances, il y a les commissions, il y a les réunions. Et quand les gens y vont, ils reviennent toujours avec des perdièmes. Or, quand vous êtes enseignant, vous avez la craie en main, vous enseignez, vous rentrez chez vous. Quand vous êtes médecin, c'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire de la santé, vous essayez de soigner et vous rentrez chez vous. Si vous voulez faire quelque chose de supplémentaire, vous faites le même travail, donc c'est assez difficile, alors que les autres ont des traitements. Donc, dans cette administration, pour ma part, pour notre part, les corps, comme le corps de l'enseignement et de la santé publique, devraient avoir un traitement particulier, parce que c'est d'ailleurs des corps qui sont des secteurs fondamentaux de la vie, et puis ils n'ont pas la possibilité d'avoir les avantages que les autres ont. Donc, dans un système où on pourrait parler de communautarisme, on devrait intégrer cela comme donné. Donc on ne peut pas parler de libéralisme communautaire avec des affaires de cette nature, et où c'est disparate, ou de l'autre côté, vous avez des gens qui ont 100 000 de salaire, mais qui se retrouvent avec 800 000 francs de salaire parce qu'ils vont à la commission des marchés, on dit on dépouille le DAO, il a 120 000, on va faire ceci, il a 250 000, à la fin du mois il a 800 000. Et les mêmes personnes même qui sont dans les mêmes ministères n'ont rien, et ceux qui sont dans ces ministères de la santé et de l'éducation nationale sont pratiquement les parias de la fonction publique. Donc alors, il faut harmoniser tout cela si on veut parler du libéralisme communautaire, sinon c'est du mot, c'est des 20 mots. De 20 mots, on parle de libéralisme communautaire, pourtant il y a des secteurs forts, des secteurs qui portent le développement d'un pays, notamment l'éducation et la santé, mais des secteurs où pratiquement on tire le diable par la queue, on n'arrive pas à tenir sur les deux bouts, et à la limite,
on voit que ce sont les secteurs où les grèves sont répétées quasi quotidiennement. Non, bon, je suis dans un parti au pouvoir. Hein. Il faut quand même essayer de dire ce que l'État a fait pour les enseignants. C'est important de le dire. Je crois que c'est le chef de l'État qui a instauré la prime de recherche. Et je crois que... C'était une avancée. Elle avait été saluée par tout le monde. C'est une avancée, c'est important de le dire. Et c'est important de dire que l'enseignant du supérieur n'est pas très riche, il n'est pas pauvre aussi. Parce qu'il y a des indemnités qu'ils ont, notamment les primes, les heures complémentaires, beaucoup d'avantages quand même qui peuvent permettre à l'enseignant de vivre décemment. Bon, ce n'est pas la fortune, mais l'enseignant du supérieur est quand même un enseignant qui n'est pas pauvre. Je ne parlerai pas du statut de tous les autres enseignants, parce que quand on parle des primes au lycée, cela avoisine 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, et il n'y a pas de heures complémentaires là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses. Je connais Madame Fosso, qui a été mon enseignante. Elle m'a enseigné, parce qu'il faut le célébrer aussi. Oui. Elle m'a enseigné anthropologie. Elle se bat beaucoup pour la condition des enseignants. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'elle a obtenues. Je crois que pour l'assurance des enseignants, je crois que les chefs d'établissement ont souscrit à cette assurance. Je crois qu'elle avait demandé les bureaux à l'université de Douala. On a donné les bureaux aux enseignants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je crois que tous les fonctionnaires, comme vous pouvez le constater, sont effectivement dans un régime drastique. Que dirons-nous des médecins? Je crois que de leur côté également, il y a des problèmes. Que dirons-nous des enseignants du primaire, des enseignants du secondaire? Il y a des enseignants du primaire et du secondaire qui vont dans l'arrière-pays sans enfants, et qui passent des années comme ça, et par la suite, ils ont ce qu'on appelle les rappels. Donc, nous tous, nous sommes dans ce moulin où nous apportons quelque chose pour la République. C'est important de le savoir. Donc, pour moi, je me dis, bon, cette fois-ci, il y a eu des retards, je crois bien, mais il faut... De simples retards ou bien des faits voulus par des uns et des autres? Je ne suis pas très proche du dossier, mais je sais qu'il y a des retards, et ces retards sont... monnaie courante quand même, mais l'État l'explique par le fait qu'effectivement nous sommes en situation précaire. Vous savez très bien les problèmes que nous avons avec les problèmes sécuritaires qui affectent, n'est-ce pas, tous les fonctionnaires. Vous connaissez très bien tous les chantiers que le chef de l'État a mis sur pied. Donc, chaque Camerounais doit apporter un peu du sien pour que les choses puissent marcher. Mais j'aimerais quand même le dire, hein, il faut faire la différence entre l'esthète qui est l'enseignant, parce que l'enseignant est un idéaliste, c'est pas un matérialiste. Pour avoir les modèles des enseignants, il faut lire Platon, il faut lire Socrate, et je crois même qu'il faut suivre même aussi, pour les chrétiens, Jésus. Nous n'avons pas beaucoup à faire avec l'argent et le matériel. Nous avons besoin du minimum vital, du nécessaire pour vivre. Mais nous ne sommes pas des hommes d'argent. Donc s'il y a des enseignants qui font, forment les Camerounais, qui donnent des savoirs savants, des savoirs pratiques et des savoir-être aux Camerounais, en s'attendant d'être riches, véritablement, je ne crois pas qu'ils seront riches. Parce qu'il faut faire la différence entre les voleurs. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui s'enrichissent par, M. Kounia a été honnête de le dire, par le vol, par les détournements, les pots de vin, les signatures. Même certains se donnent à beaucoup d'affaires. Lorsque vous avez du pouvoir, on vient négocier des affaires et vous êtes riche. Et j'ai l'impression que lorsque l'enseignant regarde cela, il a l'impression qu'on peut être comme eux. On ne peut pas être des voleurs. Nous sommes des gens qui gagnons notre vie honnêtement, et nous devons savoir que effectivement l'argent, ce n'est pas, n'est-ce pas, de notre ressort. Nous sommes des gens qui travaillons pour le bien de la collectivité, et nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des gens qui sont matérialistes. Donc, je voudrais donc conclure en disant que le président Paul Biya a mis quand même les enseignants à un certain niveau, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas les mêmes salaires que ceux qui sortent de l'IRIC, il faut qu'on le sache. Nous n'avons pas les mêmes salaires que ceux qui sortent de l'ENAM, hein. C'est connu de tous les Camerounais. L'enseignant du supérieur également a des indemnités. Lorsqu'il dirige un étudiant, cela avoisine au moins 900 000 de primes. Dans les jurys, il y a les jurys, il y a des primes. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ce soit quand même quelqu'un qui ne soit qui soit acceptable. Oui, il ne faut pas qu'on vende l'image que l'enseignant est tellement pauvre que... oui, vraiment, alors, il ne faut pas. Docteur Fosso, l'enseignant
d'après, je n'ai pas dit votre confrère, mais tout de même il en est un, n'est pas clochardisé dans le sens strict du terme, mais pourtant vous continuez à revendiquer, et alors que vous avez déjà obtenu pas mal d'avantages qui vous permettraient de quand même bomber le torse et de vous dire, on est enseignant, on a fait vœu de sacerdoce parce que être enseignant, c'est aussi ça. Il faut faire très attention à ce qu'on vient dit dans les médias. Parce que lorsque monsieur parle des primes, de l'assurance, des bureaux, quand il le dit comme ça, de 900 000 francs que les gens perçoivent parce qu'ils ont dirigé quoi? Parce que ça, c'est ce qui est sur le papier, mais dans les faits concrets, ce n'est pas le cas. Il faut faire également une distinction entre les différents corps. L'enseignant du supérieur n'est pas l'enseignant du lycée. L'enseignant du lycée n'est pas l'enseignant de l'éducation de base. Oui. Donc, ils ne peuvent pas être logés tous à la même enseigne. Pour revenir aux conditions de travail ou alors aux revendications, les bureaux, les heures complémentaires à l'université de Douala, je ne sais pas depuis combien d'années on n'a pas touché d'heures complémentaires dans les établissements. Mais pourtant, ça existe. Mais de là à dire qu'on l'a touché, c'est faux. Dans ma faculté, depuis 2012, les rattrapages n'ont pas été payés. Donc de 2012-2013 à 2017-2018, aucun enseignant n'a été payé sur ce plan-là. Les jurys de soutenance, parce que les soutenances, quand on parle de mémoire, il y a les mémoires de master et il y a les thèses. Les jurys là, ces jurys-là dans ma faculté, je préfère parler de la faculté où j'enseigne, ne sont pas payés non plus. Donc dit ainsi, le téléspectateur qui suit va croire que ces gens sont bougrement riches. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de richesse, argent? Non, même au niveau de la dignité humaine, parce qu'il faut respecter l'autre qu'on a en face de soi. C'est pas parce qu'on a fait une demande d'emploi et on a été recruté comme enseignant à l'université qu'on va faire, c'est le sacerdoce. Non. Quand il parle des bureaux, ces bureaux-là, pour ce qui concerne ma faculté, c'est comme un cadeau empoisonné. Ou la faculté des sciences juridiques et politiques, c'est comme un cadeau empoisonné. On les a eus, mais rien n'est fait. Il n'y a pas de toilettes. Ce sont les enseignants qui cotisent entre eux pour faire venir le plombier, l'électricien, le menuisier. Alors qu'il y a une direction des infrastructures et de la planification. On ne peut donc pas dire que on est dans le meilleur des mondes. Parlant encore de l'assurance maladie, c'est quand même triste, hein, parce qu'on a encore perdu un collègue le 27 octobre dernier, à la suite d'un accident de circulation. Toutes les facultés ou tous les établissements ne souscrivent pas à cette assurance pour leurs collègues. Parce que, dites-moi un peu, vous êtes chef d'établissement. Dans votre budget, il est prescrit 5 millions pour assurer vos enseignants et par conséquent vos collègues. Vous ne le faites pas. Mais l'homme de la rue a entendu dire que les enseignants des universités ou alors l'université de Douala sont bénéficiaires de cette couverture-là. Ce n'est pas le cas dans toutes les facultés. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Il y a des chefs d'établissement qui l'ont fait et d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans le meilleur des mondes. On reconnaît, on dit merci, enfin pas merci, on reconnaît que certains ont souscrit à cette assurance pour leurs enseignants. Les bureaux ont été, les bâtiments ont été affectés aux facultés. Mais ces bâtiments-là, jusqu'ici, pour 3 de ces bâtiments, les enseignants, rien n'est aménagé par les chefs d'établissement. Donc on se débrouille par nous-mêmes. Mais on s'est dit, bon, c'est déjà ça de ne plus être sous l'arbre, parce que moi j'ai été sous l'arbre pendant 14 ans. C'est depuis le mois de juin que j'ai une chaise, une table, et certaines chaises nous sont offertes par des collègues d'autres établissements parce qu'ils en ont reçu de la part de leur chef d'établissement. Donc nous devons, quand on est dans une émission comme celle-ci, qui consiste à édifier le citoyen, on doit faire attention de dire que tout est rose. Non.
Ce n'est pas l'enfer non plus et ce n'est pas le paradis. Mais ceci, il faut revenir sur la grève. C'est une grève qui concerne la prime de la modernisation de la recherche. On ne parle même pas encore des conditions de travail. Parce que ça va faire 1 an jour pour jour que l'université de Douala avait fait grève pour finalement avoir droit à ces bâtiments. Donc cette grève ne concerne que la prime. Parce que quand même, le chef de l'État ne peut pas l'avoir institué et d'autres qui sont ses proches collaborateurs décident de ne pas respecter le chef de l'État. Quand les gouverneurs ont reçu les voitures de 50 millions, est-ce qu'ils ont demandé? Nous, le chef de l'État, lui, il a décrété que il a apporté une solution politique à un problème social. Parce que mon salaire en tant que chargé de cours, c'est 350 000 francs. Quand les gens vont sur les chaînes de télévision dire que les anciens sont riches, c'est faux. Quand on me donne ma prime, 680 000 francs, et que j'ai une conférence au Canada, même seulement en Suisse, le billet d'avion c'est 700 000 francs. Vous pensez que cette prime-là peut me permettre de prendre part à la conférence? Mais n'oublions pas que la recherche, c'est la clé du développement. Si on ne fait pas de recherche, on ne peut pas transformer une société. Donc, même pour cette prime-là, c'est déjà quelque chose, mais ça reste insuffisant. Alors, les enseignants le disent, hein, il y a déjà des avancées qui ont été faites sur le terrain, ces avancées sont notables, mais il y a encore beaucoup à faire. Président Bandakani. Je voudrais dire ici que je suis heureux que le docteur Foster ait précisé. On n'est pas ici pour parler du statut des enseignants. C'est un droit. Le chef de l'État a fait un décret pour répondre à un problème qui était posé. C'est un droit. Il n'y a pas de raison que ils ne touchent pas leur prime. C'est un droit, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Il faut qu'on leur donne leur argent. Maintenant, moi je suis intéressé par la grève parce que je vous ai dit ça tout à l'heure que il faut que dans ce pays, on comprenne très bien, dans le contexte actuel, si on continue comme ça, c'est l'explosion sociale. Si on n'intègre pas les organisations sociales, je répète, corporatives comme le SINES, les syndicats, si vous n'en faites pas un levier de gouvernance, au sens noble du mot, on ne s'en sort pas. S'il n'y a aucune pression sur les patrons et des réseaux qui se sont constitués dans l'administration pour voler, comme tout à l'heure le disait M. Luther Meka, il y a des boulevards de vol. S'il n'y a pas des institutions comme ça qui servent de clignotants, qui aident à la décision par leur travail, on va où? On va où? C'est pas normal. Cette situation qui est posée par le Sénat aujourd'hui, c'est inacceptable. Une enseignante travaille 14 ans sous l'arbre. 14 ans sous l'arbre. Et un matin, on lui donne un bureau. On fait comme si c'était une faveur. Non. Pendant 14 ans. Non, écoutez. J'ai lu le libéralisme communautaire. Ce n'est pas mon livre de chevet. Mais j'ai lu ça. Parce que j'ai soutenu le président. J'ai lu. Je me tiens à ça. Libéralisme communautaire, c'est 2 mots. Libéralisme communautaire. Ce n'est pas libéralisme sauvage. La sauvagerie consiste en libéralisme à ne pas comprendre l'importance des organisations sociales. J'appelle ça la démocratie sociale. On en a besoin actuellement au Cameroun de façon urgente. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est sur ajustement. 20 ans qu'on est sur ajustement. Les populations ont fait trop de sacrifices. Si les ajustements ne se traduisent pas par le dépannage de l'ascenseur social, ça va exploser. Mais il faut pas, ça va exploser. Donc nous, si nous voulons aider le président et qu'on a bien lu son bouquin, il faut soutenir des mouvements comme ça. Parce qu'ils font du bien au président. Parce que si entre le président et le SINES et les autres, vous avez des clubs de voleurs qui s'asseyent sur les décisions présidentielles, l'argent circule, à un moment donné, ça prend un chemin. Les lignes budgétaires, on ne sait pas où ça part. Mais si vous avez des mouvements comme ça, on ne va pas s'amuser. Ils vont aider le président à prendre les bonnes décisions. C'est en ce sens que moi, je soutiens le mouvement-là. Et là, je suis dans ma tradition politique. Avec ça, je ne blague pas. Je les soutiens. Maintenant, je me démarque en même temps de certains mouvements politiques qui sont des libéraux, qui n'ont même pas le courage de mettre communautaire à leur projet politique. Ils n'ont même pas le courage. Ça veut dire que si c'est au pouvoir, ça va être pire. Je me démarque d'eux et je refuse qu'on instrumentalise les revendications. Est-ce que vous n'êtes pas vous en train d'instrumentaliser à ce moment-ci? Je vous ai dit, allez vérifier. Cette revendication allez vérifier. Qui est bien précise. Allez vérifier. La prime de recherche. Non, vous m'avez vu aller courtiser le SINES. Moi, je ne la connais même pas, cette dame. Là, voilà. Je l'ai jamais rencontrée. Donc, je vous ai dit, allez vérifier. Les dockers ont grévé.
demander quel est l'homme politique qui était à leur côté. Ce n'est pas le bruit qu'ils sont en train de faire. Allez leur demander. Ils n'ont pas empêché de te devenir. Hein. Mais on estimait qu'ils puent même, qu'ils ne sont pas propres, qu'ils ne faut même pas les soutenir. Le chantier naval, qui les a pris en charge? Et je l'ai fait sans rien leur demander, sans demander quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'en parle ce soir. Est-ce que vous dire un jour que venez filmer l'action du NMP à tel endroit? Non. Donc, c'est ma tradition. Toute mon histoire, c'est ça. Je suis en train de vous dire, et nous sommes sérieux, que si nous voulons que notre pays retrouve la santé sociale, il faut qu'on comprenne là-dessus que les grèves, le mouvement social dans les grèves, quand c'est fait dans le respect de la loi, je l'ai précisé, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est un levier de bonne gouvernance, au sens noble du mot, pas le mot du FMI. C'est un levier de bonne gestion, de bonne gouvernance au sens noble du mot. C'est en cela que moi j'encourage ça. Alors, Emmanuel Koundé ne semble pas être d'accord avec vous non, sur ce fait. Je ne peux pas être d'accord. Moi, pour ma part, quand on me dit de la libéralisme communautaire, moi je trouve que c'est deux mots qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que le communautarisme ne peut pas être le libéralisme. C'est comme vous pouvez dire la logique paradoxale. C'est-à-dire, vous mettez la logique et le paradoxe. Oui, ça existe en philosophie, mais ça devient quelque chose, ça devient un hybride compliqué ça dit que c'est difficile d'y aller. Parce que pendant que vous êtes dans la logique, il y a le paradoxe, etc. C'est de ça que les gens ont mis deux choses qui ne peuvent pas être ensemble, ils veulent cheminer avec ces deux choses-là. Je voudrais dire que si le chef de l'État prend des mesures qui sont des mesures sanitaires, aujourd'hui, à l'ère, c'est-à-dire en 2018, il administre, même quand vous administrez, vous managez au même moment. Et si vous ne pouvez pas manager sans évaluer, sans auditer. Mais si, c'est de temps en temps, on va entendre un bruit là-bas, on va dire, il y a le feu ici, on éteint, on reste tranquille. Tant qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas possible, parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas la capacité de faire la grève, mais qui vont souffrir dans leur chair et qui vont même mourir dans cette situation-là. Donc moi je crois que, honnêtement, on doit pouvoir, même si le chef de l'État, on peut considérer que c'est quelqu'un qui doit absolument être là, d'accord, mais qu'au moins dans les positions intermédiaires, qu'on nous laisse plus de 20 ans, de 80 ans, de 30 ans, des gens qui ont fait les 30 ans, les 20 ans, les 25 ans à un même poste. Parce que quand vous restez longtemps, vous êtes sclérosé, vous restez à un endroit, vous faites la même chose. À un moment donné, vous croyez que c'est Dieu qui vous a mis là. D'ailleurs, il y a des textes qui disent que dans les sociétés d'État et dans les institutions, on ne doit pas faire plus de 2 mandats de je ne sais pas combien d'années. Mais il y a des gens, dans les entreprises d'État, on ne doit pas faire plus de 2 mandats de je ne sais pas combien d'années, ça doit être 4 ans. Mais vous trouvez des gens qui ont 15 ans au poste, 20 ans au poste, des ministres qui sont au même endroit pendant plus de 15 ans. Ces gens ne peuvent plus travailler. Il faut au moins les déplacer, les envoyer ailleurs. Donc l'inertie même, c'est l'immobilisme, cet immobilisme même qui pose tous les problèmes du monde. Donc moi je pense, pour ma part, qu'il faudrait peut-être injecter les jeunes dans ces domaines-là, ceux qui ont fait, ceux qui sont dans le modernisme. Nous sommes à l'aide de la modernité pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, apporter leur jeunesse, leur fraîcheur, leur agilité, qu'ils puissent gérer ces choses d'une certaine manière. Parce qu'on ne peut pas gérer le Cameroun en 2018 comme on l'a géré en 1962. Parce que si vous avez commencé à le gérer en 1962, en 1970, en 2018, que vous le vouliez ou pas, vous êtes déphasé, vous êtes dépassé par... C'est-à-dire que votre façon de faire est derrière vous. Vous ne pouvez plus comprendre un certain nombre de choses. Donc moi je crois que le vrai problème qu'il y a chez nous, c'est qu'il faut rajeunir les postes de responsabilité et puis permettre que les plus jeunes puissent, n'est-ce pas, apporter leur contribution. Alors, André Luther-Meka, les revendications sont la conséquence des frustrations à répétition enregistrées par des corps de métier, des corporations ou même des syndicalistes. Mais en même temps, quand on note des revendications, très souvent nous a brandi un spectre sur du dialogue social. Où est-ce qu'il est, ce fameux dialogue social au jour d'aujourd'hui? Disons que je voudrais d'abord m'acquitter d'une tâche. Je ne sais pas où M. Koundé a fait ses classes, mais il n'a pas qualité à critiquer le livre du président. Je vais lui dire que... C'est la Bible? Je vais lui Monsieur, dire... je critique ça matin, midi et soir. Non, vous n'avez pas qualité. Pourquoi je n'ai pas Je vais qualité? vous dire pourquoi vous n'avez pas qualité. Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle le libéralisme éthique. Le libéralisme éthique, j'espère que vous l'avez appris. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites dans le libéralisme l'initiative privée, vous devez être, si vous êtes dans une entreprise citoyenne. C'est pour ça qu'il y a les écoles, c'est pour ça qu'il y a les salaires de 13e mois. C'est ce qu'on appelle la solidarité.
Et le président Biya, qui est un génie à la matière, a trouvé que l'Africain ne peut pas faire seulement du libéralisme sans qu'il y ait une communauté, une solidarité. Voilà. Mais parce que voilà un concept que tu n'arrives pas à comprendre. C'est un concept que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre que quand l'Africain vend du riz, pour faire du bénéfice, il te donne encore un verre de cadeau. C'est ça qu'on appelle le libéralisme communautaire. C'est la communauté, la solidarité. C'est pour faire comprendre ça très simplement. Donc, par rapport donc à la question que vous avez posée, j'aimerais signifier que le véritable problème pour moi, je suis d'abord venu dire ce qui a été fait. Parce que quand on fait un débat, il est important de savoir ce qui a été fait. Et je suis tout aise, très fier même de savoir que mon professeur, elle m'a enseigné, reconnaît qu'il y a eu des avancées. Au niveau des bureaux, il y a eu des avancées, il y a des primes. Lorsque j'ai fait le calcul, ça avoisine près d'1 million avec le salaire. Il y a des choses qui sont faites. Mais le véritable problème, c'est qu'il y a un problème dans la fonction publique parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le magistrat a également ses monuments rubis sur ongle, alors que l'enseignant ne l'a pas à tout moment. C'est pour ça que j'ai essayé de dire que chaque fonctionnaire a un problème. Dans la fonction publique, les enseignants vont à la retraite à 60 ans. Les universités ont le privilège que le professeur titulaire va à la retraite à 65 ans. Et je vous dis, moi j'ai mon oncle qui est colonel, qui allait à 55 ans, il était encore bien frais. Je trouvais ça, c'est injuste. Donc, lorsqu'on pose un problème particulier, il faut aussi prendre la méthode comparative et comprendre qu'effectivement, le peu qu'on a n'est pas mauvais. Mais je dis encore que tous les enseignants, que ce soit les enseignants du supérieur, les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire, ne sont pas bien lotis. Mais ils ne sont pas pauvres non plus. Parce qu'ils ne sont pas des clochards. Nous gagnons notre vie à la sueur de notre front. Nous n'avons que notre salaire. Nous n'avons pas les tchokos. Nous n'avons pas les makalapati. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, des réseaux de corruption pour s'enrichir, avoir les prados. Et c'est ça qui fait le problème de l'enseignant. Parce que quand il voit les autres corps vivre, notamment le corps des magistrats, les corps de certains corps qui ont du pouvoir, les forces de l'ordre. Parce que quand vous avez le pouvoir, les pères fouettards, les gens viennent négocier et ça apporte de l'argent. C'est important de le savoir que l'enseignant a que son salaire. Et quand il a son salaire, il est important quand même qu'on lui donne ce qu'il a de droit. Et j'ai dit à l'entame de l'émission que c'est une revendication de droit. Mais il est important de reconnaître qu'il y a des choses qui sont faites et la prime est souvent payée. Et vous savez que nous sortons d'une campagne présidentielle où tout le monde était en campagne, les dossiers n'ont pas certainement avancé, et il y a beaucoup de dossiers qui sont restés en stand-by. Moi, je me suis dit qu'il était important de laisser un peu que la machine se réinstalle et que la machine puisse continuer, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a eu un arrêt où certains dossiers étaient en stand-by. Alors, Dr Fotso, vous l'avez reconnu lorsque nous vous avons approché que vous n'avez pas voulu soulever la querelle pendant la période électorale ou la période post-électorale. Vous avez envoyé des courriers aux autorités, mais est-ce qu'il y a eu ce dialogue entre vous, les responsables des universités, ou alors entre vous et le ministre des Enseignements supérieurs, professeur Jacques Famdongo? Je pense que on ne fait pas grève parce qu'on ne manque pas faire. Moi j'ai une famille, qu'est-ce qui m'oblige à aller faire le tour du campus avec des collègues pour savoir si le mot d'ordre de grève est respecté? C'est par devoir, c'est pas parce qu'on est des mendiants ou alors je ne sais quoi. Mais elle dit que c'est parce qu'il y a eu des échéances électorales qu'on n'est pas payé. C'est vraiment n'importe quoi. En 2012, on a fait grève pour être payé. En 2013, on a fait grève pour être payé. En 2014, on a fait grève pour être payé. Même en juin 2018... C'est devenu votre credo, quoi. Faire grève pour être payé. Est-ce que c'est normal? C'est le mode opératoire. C'est la clochardisation des enseignants. Est-ce qu'on a besoin de faire grève pour qu'on nous donne une prime? Et cette prime-là correspond même à quoi? Parce que quand l'assistant reçoit 360 000 francs, s'il va aller à une conférence seulement à Marois, aller-retour, son billet d'avion lui coûte combien? Il va vivre dans quel type d'hôtel? C'est à l'auberge qu'il va loger? Il va manger les beignets haricots dans les... C'est pas mauvais de manger les beignets haricots non plus. C'est pas mauvais non plus, mais ça doit être fait dans des conditions de salubrité. Donc, quand on dit certaines choses vraiment, moi je me demande si... D'où M. Meka tient ces informations quand il dit que ça avoisine 1 million. Est-ce que les 1 million là on vous donne cash? Les 600 000 francs, c'est 3 mois.
Donc s'il faut diviser 600 000 par 3, à peu près 200 ça 000 fait par mois. 200 000 francs par mois. Mais je vous dis, quand vous allez aux États-Unis, le visa seulement, Douala-Yaoundé, les frais de transport Douala-Yaoundé pour obtenir le visa, c'est presque 250 000 francs. Le billet d'avion pour les États-Unis, vous pensez que c'est Douala-Bafoussam? C'est pas Douala-Bafoussam. Donc... alors, si rien n'est fait, parce que vous avez posé un délai... attendez, je réponds à votre question. Vous avez demandé s'il y a dialogue. Oui. On ne devrait même pas chercher à dialoguer parce que c'est statutaire. C'est un décret. C'est pas comme si on était en situation de... C'est parce qu'en face, les gens ne font pas leur travail qu'on en arrive à faire grève. Quand ils ne font donc pas leur travail, on leur rappelle que c'est un droit. Ce sont les droits des enseignants du supérieur que vous êtes en train de bafouer. Donc vous devez pouvoir... régler ça dans les brefs délais. Régler cela dans vous avez brandi une menace d'ici le 15 janvier, je pense bien. Non, ce n'est pas en termes de menace. Les gens doivent apprendre à bien faire leur travail. Donc, pour le moment, qu'est-ce que vous faites? Vous faites court ou vous ne faites pas Non, court? vous savez, les journalistes, ils aiment bien quand il y a le feu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une menace. Il y a une autre, parce qu'on doit être payé après tous les 3 mois. Et au niveau du syndicat, on avait dit non, on ne peut pas être payé juste le dernier vendredi à 14h30. C'est précisé dans la note, hein, qu'on doit être payé le dernier vendredi à 14h30 du mois où on doit être payé. Et quand on avait rencontré le ministre à l'époque, on avait dit non, on leur donne 2 semaines pour préparer les dossiers. Ça suppose que le 15 octobre, on aurait dû être payé. On n'a pas été payé et on s'est dit, bon, le climat social nous oblige à avoir quand même de la retenue parce qu'on est d'abord des éducateurs. Et on s'est rendu compte que 2 semaines après, rien n'est fait. 4 semaines après, rien n'est fait. Est-ce que c'est normal? Parce qu'entre-temps, moi j'ai dit, il y a des gens qui ont été désintéressés après les élections. Ils ont fait la demande où? Vous savez combien 50 millions peut... j'ai calculé tout à l'heure. Les 50 millions qu'on a donnés au gouverneur, il y en a 10 dans la région du Cameroun. Ça fait combien de millions de francs CFA? Ça pouvait déjà payer quelques enseignants, que ce soit les assistants, les chargeurs de cours, les maîtres de conférences ou les professeurs pleins. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de voitures? Parce que moi j'ai comme l'impression qu'il y a les hommes et les femmes intelligents au Cameroun, mais il leur manque de la sagesse. Et en qui plus est, on nous brandit ça devant les médias. Un peu comme si j'appelle ma cousine qui vit au fin fond de mon village, elle vient me poser un problème de 5 000. Je lui dis, accompagne-moi faire mes courses dans un grand supermarché. Et on sort de là et je ne lui donne rien du tout. C'est pas sérieux. Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le gouvernement veut? Qu'on se mette tous dans la rue et qu'on nous tire dessus? Ce n'est pas ce que nous recherchons. Donc on nous rétablisse dans notre droit. Donc on le fait par devoir. Ce n'est pas parce que nous qui sommes membres du syndicat, là je parle de ceux de l'université de Douala, on n'est pas des affamés. D'accord. Alors, très souvent des réponses sont apportées, mais les réponses sont ponctuelles, elles sont provisoires pour résoudre un problème précis. Peut-on espérer qu'on puisse avoir des solutions définitives pour ne plus revenir dans les mêmes travers à chaque fois? Quand on est un libéralisme sauvage, ce sont les grèves. On est dans un libéralisme communautaire, vous l'avez dit. C'est le principe. Je dis qu'on est un libéralisme sauvage. C'est le président qui nous parle du libéralisme communautaire. C'est son livre doctrinal. Il a écrit, il a fait ressortir, il a remis ça sur le tableau parce que la sauvagerie libérale fait rage dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'encourage ça. Je vais le rassurer mon ami Kouni, je ne suis pas un libéral communautaire. Hein. Moi, je suis un panafricaniste. Je crois au panafricanisme comme projet de civilisation. Donc, on se comprend. Mais j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'il est important qu'un homme politique, un homme d'État, livre la théorie de son action. C'est à partir de là que vous pouvez le critiquer comme Kounia est en train de faire. Mais s'il n'y a rien comme d'autres, ils n'ont rien. Le parti auquel il appartient est social-démocrate. Ils affirment comme ça. Il n'y a aucune théorie qu'ils ont produite pour expliquer aux Camerounais c'est quoi la social-démocratie dans le contexte africain ou bien camerounais. C'est important, je les encourage à le faire. Kounia est assez intelligent, il faut qu'il écrive. Nous, on va lire. C'est important pour assainir le débat politique dans notre pays. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de ce livre. Je ne suis pas un libéral communautaire. Je ne suis pas du RDPC, mais je dois lire ça.
pour revenir à votre question, pour dire que c'est pour ça, mon cher Motomé, je ne soutiens pas le SYNES pour jouer. Je répète et je dis qu'il est temps que notre pays entre dans une nouvelle phase de la démocratie. Cette démocratie institutionnelle, après, elle est une démocratie politicienne, est incompatible avec les faibles capacités de notre économie. Premièrement. Deuxièmement, elle est incompatible avec la faiblesse du pays à négocier un rapport de force favorable avec le carcan libéral international. Donc, il est important de mobiliser les populations intelligemment. Comment le faire? Mais c'est en structurant, n'est-ce pas, un rapport dialectique entre l'État et les organisations sociales. Oui. C'est important, il faut voir là où je pars. Hein. Oui, c'est très important. C'est en structurant ça qu'on peut, n'est-ce pas, essayer d'équilibrer entre l'exigence de performance et la justice sociale. Je prends un cas. Vous avez vu ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui avec le travail, le rapport au travail. Il n'y a même plus le code du travail. Il n'y a plus. Pratiquement, dans les faits, il n'y a plus. Les patrons, par exemple, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que, justement, l'État a oublié à un moment donné que la justice sociale procède des luttes sociales qui sont portées par les organisations de travailleurs, les enseignants. Ça permet de mettre le patronat sous pression. Et l'État, à ce moment-là, est même bien placé pour arbitrer. Sans subir le chantage des uns et des autres. Du patronat en particulier, oui. Des classes fortement organisées. C'est de cela qu'il s'agit. On est là dans une démarche politique claire. Et là, vraiment, ça, c'est ma trajectoire. Votre trajectoire, on l'a compris. Oui. Il nous reste 2 minutes sur ce chapitre. André Lutemeka et bien évidemment, M. Kounié. M. Kounié, est-ce qu'il est possible qu'on arrive justement à cette trajectoire où les uns et les autres connaissent véritablement chacun leur rôle? Non, mais je suis surpris qu'on attribue, n'est-ce pas, toutes ces vertus au régime de M. Paul Biya. Parce que s'agissant même des salaires, c'est lui qui a fait partie du code du travail. Il y avait un code du travail bien structuré où les fonctionnaires, où les travailleurs étaient protégés. Mais il a préféré mettre ça à côté. Je ne sais pas si c'est ça le libéralisme communautaire. Mais s'agissant de nous, je voudrais lui dire que pendant la campagne électorale, nous avions, parce que quand vous avez un programme comme ce dont il parle, pour le libéralisme communautaire, qui a fait 20 ans dans le frigo et qu'on allait sortir dans le congélateur pour nous le représenter, 20 ans plus tard, sans avoir rien appliqué, nous avons dans notre programme. Vous aviez votre programme? Vous avez toujours le programme? Nous avons notre programme, mais nous ne pouvons pas le mettre en œuvre quand nous ne sommes pas aux affaires. Mais nous avons un code d'éthique. Vous avez suivi par exemple, la théorie est là. Mais la théorie doit être meublée. Il reste 30 secondes. La théorie doit être meublée. 30 secondes. C'est pas une théorie. La théorie doit être meublée, n'est-ce pas? Répondez à la question. Il reste 30 secondes. Non. Quand nous parlons de code d'éthique, ça s'inscrit quand même dans une théorie. Non, vous êtes les libéraux comme... Vous êtes les libéraux. Quand nous vous disons... Quand vous disons que le fondement de la corruption, c'est la décision du président de la République actuelle de permettre aux fonctionnaires d'être en même temps des hommes d'affaires. Parce qu'ils sont tous des opérateurs économiques qui passent... Contraire. Bien sûr. C'est ce que je demande. Mais puisque nous... Mais c'est pas le cas, madame. Le code du travail, si tu veux, je vais te donner notre code du travail. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, le code du travail, qu'est-ce que le SDF a dit? Par rapport au travail, il n'y a pas de différence. Comment il n'y a pas de problème? Dis que tu ne connais pas. Non, j'ai lu le programme. J'ai lu. On a parlé de 160 000 rapidement. J'ai lu. Nous avons expliqué comment on arrive à 160 000. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué proprement. Ok. Merci beaucoup, André Lutemeka. Il faut changer le code du travail. Ce dialogue social peut-il apaiser les tensions telles que celles soulevées par les enseignants des universités? Bon, moi je tiens à rappeler qu'il y a une direction de dialogue social au ministère du Travail et des Enseignements au ministère des Enseignements supérieurs. Au ministère de l'Enseignement supérieur, je crois que notamment lorsqu'il y a ce genre de petits conflits, de petits soucis, notamment cette direction devrait se mettre en œuvre. Mais je pense que la revendication est légitime. Et je l'ai toujours dit, il ne faudrait pas que le renouveau soit véritablement un problème pour les enseignants. Je crois que le renouveau a tout intérêt à ennoblir les enseignants et à remettre les enseignants là où ils étaient à la première loge. Mais je tiens à dire qu'il y a un sérieux problème de fonctionnariat au Cameroun parce qu'il y a des bons fonctionnaires, des mauvais fonctionnaires, il y a des fonctionnaires lentis et des fonctionnaires lésés. Donc il faut harmoniser tout cela pour que chacun puisse être logé à la bonne enseigne. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que lorsque le magistrat, le greffier, ceux des forces de l'ordre reçoivent rubis sur ongles leur prime, les enseignants également doivent recevoir leur prime en même temps. De façon équitable. Et tout le monde doit aller à la retraite au même moment. Au même moment. D'accord, merci beaucoup. On a des SMS. On a des SMS qui nous sont arrivés. Hein. Bonsoir. Il s'agit là d'une mauvaise gouvernance qu'a combattu M. Bandakani et qu'aujourd'hui combat plutôt ceux qui continuent ce combat vraiment. C'est très malheureux pour mon pays. C'est M. Tade de PK8 qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir au panel. Nous demandons un peu de notoriété à certains de vos panélistes. Pourtant, on l'a dit à l'entame de l'émission, on dit la vérité, rien que la vérité sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours revendiquer pour avoir gain de cause? Le débat est-il au centre du livre sur le libéralisme communautaire du président Paul Biya? Faites un tour à l'université et vous constaterez la réalité dont vivent les enseignants et les étudiants au quotidien. Bonsoir. Alors, vous avez le thème qui s'affiche au bas de l'écran. Vous ne pouvez pas me demander quel est le thème de l'émission. Alors, merci à ce monsieur qui nous précise que Mme Fotola d'ailleurs dit, elle est le secrétaire de la coordination du CINEST pour l'Université de Douala. Alors, le monsieur du RDPC parle des avantages des enseignants, certes comme complémentaire, prime interne, jury, mais pour les avoir, il faut toujours entrer en grève. Par exemple, en faculté de sciences à l'université Yaoundé 1, il y a un préavis de grève locale qui expire demain. Il nous a envoyé un document pour préciser cela. Il se nomme M. Douanla Herman, il est le secrétaire général de la délégation SINES-FAC Sciences à l'université, de la section à l'université de Yaoundé 1. Les universités de notre pays souffrent du manque de volonté de nos dirigeants. Les primes des enseignants ne sont pas payées. Les 50 000 étudiants ne sont pas payés. Impossible de faire une bonne recherche. Quelle était la vision de ceux qui ont créé ces universités? Nous souffrons dans ce pays. Malheureusement, notre citoyen ou notre camarade n'a pas signé son SMS. Nous avons près de 100 SMS qui nous ont été envoyés par des téléspectateurs ce soir. On parle de décentralisation des salaires des maires, mais jusqu'alors, on ne parle pas de statut des agents communaux et des aérés, des salaires de 8 mois environ. Bonsoir à tous sur le plateau, je suis Denis. Sans oublier, non, on ne revient pas sur les SMS de la journée d'hier. Bonsoir à tous, vraiment, les Camerounais sont fatigués du régime. Ils devraient pouvoir essayer, comme l'a proposé M. Kounié, les petits frères qui ont de la vigueur. Bonsoir à vous, M. Meka, drôle de socioliste, de sociologue, pardon. Comment peut-on confondre sociologie et politologie? C'est ce qu'il propose comme question. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment dire. Meka devrait comprendre que les enseignants ne revendiquent pas un décret, mais son application. C'est un autre message. Un autre message qui est arrivé, M. Meka, cessez de faire de la campagne pour le RDPC. Partout, vous devez davantage plaider pour la cause des enseignants. C'est ce que M. Julio Makembe nous a envoyé ce soir comme message. Le dialogue, les syndicats représentent le maillon le plus utile de notre société organisée. Or, les partis traditionnels au Cameroun, les snobs et les ignorants, c'est l'une des tares de la démocratie au Cameroun. Il faut les promouvoir. Le dialogue est la suite des mouvements de grève car l'opprimé doit se battre pour changer sa situation. La grève est légitime. C'est M. Anissé Ekane qui nous regarde ce soir et qui nous a envoyé ce SMS. Merci à vous, M. Anissé Ekane, et bonsoir à vous, M. le Président du Manidem. Plusieurs SMS sont là. Toutes les premières victimes des PA, elles sont les ex-employés des sociétés d'État qui, depuis 29 ans, attendent toujours en vain devant le ministère des Finances le paiement de leurs droits. Plusieurs SMS sont arrivés ainsi. Il y a près d'une centaine. Nous ne pourrons malheureusement pas tous les lire puisque nous avons le deuxième sujet qui nous attend à cette émission. Et le deuxième sujet porte essentiellement sur le Conseil de discipline budgétaire que valent les rapports de cette instance mise en place par les pouvoirs publics. Alors, on commence par André Lutemeka. Comment est-ce qu'on doit définir le Conseil de discipline budgétaire? Il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir auditer la gestion, les comptes, et voir si vous êtes dans la discipline budgétaire, si vous respectez l'orthodoxie, n'est-ce pas, de la gouvernance sur le plan budgétaire. Et je suis fier même d'être sur le plateau avec des partis politiques qui soutiennent les détourneurs de fonds. Vous savez très bien que le SDF a soutenu
quelqu'un qui a été emprisonné. Et je crois aussi qu'il y a un autre parti, je crois, le MRC. Vous voulez que je vous donne le nom? Vous avez le MRC ou le SDF? Le SDF et le MRC aussi. Le MRC. Mais vous avez soutenu Marafa. Tu fais des incantations aussi. Vous avez soutenu Marafa. Donc il y a des partis politiques qui ont pour programme de mettre les détourneurs de fonds dehors. Donc c'est pour vous dire que beaucoup de gens ont pensé que cela va entrer en hibernation. Et il y a des partis politiques aujourd'hui qui militent pour que ça disparaisse. Mais je suis fier que cela est revenu sur la table. À quoi sert véritablement cet organisme? Non, c'est un organisme de trop. C'est un organisme comme les autres. Vous savez, il y a la NIF, il y a la CONA, mais le Conseil de discipline budgétaire, c'est un organisme qui est chapeauté par le Conseil, le secrétariat, comment vous appelez encore, le MINSUP, le CONSUPé. Oui, le contrôle supérieur de l'État. Et le président, c'est quelqu'un du contrôle supérieur de l'État, mais à l'intérieur, les membres sont des responsables des ministères des Finances, et ainsi de suite. Et puis, ils ont pour mission, n'est-ce pas, d'auditer, n'est-ce pas, le travail des organismes d'État pour voir si les fonds de l'État n'ont pas été distraits. Mais ce qui nous embête, c'est que quand ce conseil de discipline budgétaire s'est réuni, généralement, ils prononcent des sanctions administratives. Ils peuvent aller, au cas où ils trouvent qu'il y a un délit, jusqu'à faire un rapport pour envoyer à la justice, mais généralement, c'est les sanctions administratives qu'ils prononcent contre les gestionnaires de crédit. Et généralement, c'est pour la forme. Bon, il y a eu quelques cas comme à l'Université de Douala, où on a audité, je crois que c'est le conseil, c'est ce conseil de discipline budgétaire qui a M. Bekolo. Et puis bon, on s'est rendu compte qu'il y avait des crimes économiques et puis c'est allé plus loin. Bon, il y a vraiment des cas rares comme ça qui arrivent, mais ce qui est vrai, c'est que chaque fois que ça va plus loin, c'est quand ils ont reçu l'ordre, n'est-ce pas, de faire prospérer le dossier. Donc, ils mettent sur pied des institutions qui existent partout ailleurs pour, n'est-ce pas, respecter la forme d'un État moderne, mais en réalité, ces institutions ne font pas le travail pour lequel ils ont été mis en place, et généralement, ça ne produit pas grand-chose. Alors, généralement, ça ne produit pas grand-chose, pourtant, on le sait, le Conseil de discipline budgétaire a auditionné plusieurs structures de l'État, et vous l'avez reconnu, l'Université de Douala faisait partie de ces institutions qui ont été auditionnées, et le professeur Bruno Bekolegbe, à l'époque, recteur de l'université, avait copé de sanctions administratives. La procédure allait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on sait où le professeur Bruno Bekolegbe se trouve. Mais est-ce qu'on doit pouvoir comprendre que certains sont auditionnés et sont mis en prison, alors que d'autres le sont, mais continuent à vaquer aisément à leurs occupations sans avoir été inquiétés, soit par une procédure judiciaire, soit par des véritables sanctions? Oui, ça pose le problème du contexte politique qui encadre, n'est-ce pas, le mouvement de ces instruments de l'État pour garantir la sécurité, je pourrais parler comme ça, de l'argent public. Donc, il y a un contexte politique qui prévaut. Lorsque vous subissez, tout à l'heure je le disais encore, je vais tout revenir dessus, quand on subit cette sauvagerie capitaliste qui est la loi de notre monde aujourd'hui, et qu'à un moment donné, vous êtes sur ajustement structurel dans des conditions très violentes, et que vous êtes obligé de permettre à vos fonctionnaires de devenir des hommes d'affaires, vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand ils s'enrichissent énormément, l'État est en danger. L'État est en danger, et un tel contexte pèse un espace sur la mise en œuvre des instruments de sécurisation de l'argent public, de moralisation de la vie publique comme cela. Donc, on est dans un contexte géoéconomique particulier qui rencontre un contexte historique qui fait que notre pays, l'État du Cameroun, je l'ai toujours dit, est né dans la corruption. C'est-à-dire la corruption qui a accouché de notre État. Corruption politique, corruption géopolitique, je ne vais pas faire l'histoire du Cameroun. On sait comment notre État a émergé historiquement. On l'a constitué dans un premier temps pour qu'il ne serve pas les intérêts du Cameroun. Donc, de là à le transformer pour qu'il serve les intérêts du Cameroun, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas aborder ces questions de façon politicienne, comme d'autres le font. C'est-à-dire dans ce que j'appelle un criticisme politicien.
qui ne prend pas en charge, n'est-ce pas, ces réalités qui frappent nos États. On critique violemment à l'intérieur, en même temps, on ne veut pas attaquer le phénomène qui cause ces problèmes-là. Donc, moi, c'est pour ça que nous avons toujours soutenu l'opération Épervier. Ça veut dire que globalement, toute l'action de l'État, malgré ses limites, et ses tares en matière de lutte contre la corruption, nous on soutient ça. Parce qu'il faut commencer. Il faut commencer. Et les commencements là, au niveau du Cameroun ne sont pas négligeables. Au contraire, quand on compare avec d'autres pays, on peut voir qu'au Cameroun, malgré tout ce qu'on dit, il y a une lutte vigoureuse contre la corruption. Alors, Dr Fotso, est-ce que les rapports qui sont produits par le Conseil de discipline budgétaire valent véritablement quelque chose? Je ne suis pas spécialiste des questions économiques, mais mon petit savoir va certainement me guider pour pouvoir répondre à votre question. Mais je vais revenir à ce qu'a dit le président Bandakani. On voit tout ce qui a été mobilisé pour lutter contre la corruption, mais est-ce que quelque chose a véritablement changé? Que les gens en prison. Et qu'est-ce que ça vous apporte que ces gens-là soient en prison? Ça fait... Je peux me reprendre. Si vous voulez. J'étais en train de vous dire que... Alors je vous comprends, madame, je vous comprends. J'étais en train de vous dire que quand la corruption met en danger l'État, la priorité, c'est justement sécuriser l'État en mettant en prison les gens qui ont volé l'argent du pays et deviennent un danger pour l'État. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez-vous qu'on soit dans un contexte où l'État s'est effondré. Vous n'aurez plus l'interlocuteur, vous qui êtes en grève. Vous n'aurez plus l'interlocuteur, c'est fini. Vous ne pourrez même plus gréver. Parce que vous allez vous adresser à qui? L'État sera en morceaux et en lambeaux. Et vous ne parlerez même pas. À cause de la corruption. Parce que, bien sûr, ce pays a été menacé sérieusement par ceux qui ont volé l'argent, qui sont devenus des milliardaires en pillant les caisses de l'État. M. Kounié. Je comprends que ça vous dérange. Parce que ils soutiennent vous ça. Et certains, non pas vous, le SDF et certains partis sont très à l'aise avec ces gens-là. Nous disons que la corruption au Cameroun aujourd'hui, sa lutte, c'est-à-dire que les résultats de ce combat ne se voient pas en termes de résultats financiers, en termes même d'arrêt de l'hémorragie, mais je vous parle au niveau de la sécurité de l'État du Cameroun. D'accord, on l'a compris. C'est à ce niveau que je t'entends parler, la dimension politique de la corruption. On a compris. Alors, André Luther, est-il possible aujourd'hui d'étendre davantage le champ de compétences du Conseil de discipline budgétaire? Non, il y a d'abord un débat. Le peuple camerounais est l'un des peuples les plus complexes. Parce que je me rappelle bien, lorsque ces problèmes de détournement ont commencé, c'est le peuple camerounais qui a commencé à demander qu'il faut sévir. J'ai vu des marches. D'ailleurs, je crois que le Manidem en a fait des marches. Il y a des journaux qui se sont mis à table pour dénoncer cela. Et je crois que le chef de l'État a réagi avec efficacité. Et chemin faisant, voilà un certain nombre de lobbies, parce que je ne vais même pas dire les Camerounais, qui sont en train de mettre la pression aujourd'hui pour arrêter l'opération Épervier. Mais je ne sais pas dans quel monde où les gens peuvent voler, on les laisse. Je crois que la crête du gendarme est le début de la sagesse. C'est en arrêtant, c'est en punissant, c'est en châtiant que les gens ont peur, n'est-ce pas, de la fortune, de mettre la main sur la fortune publique. Il faut que ce soit clair. Hein? Il faut les surveiller et punir de Foucault. C'est le châtiment qui fait la peur. C'est le châtiment qui fait, la douleur qui fait changer le comportement. Et nous ne pouvons pas accepter que des gens puissent, n'est-ce pas, mettre la main sur la fortune publique et les laisser. On dit, bon, maintenant il y a un langage, hein, il faut récupérer l'argent. Et ça sert à quoi qu'ils soient en prison? Où est notre argent? Non. Il faut qu'il y ait une punition pour que cela soit... Donc on doit rester dans la logique de sanctions administratives, comme l'a dit M. Kounié. Je vais continuer en disant que il n'y a pas deux poids, deux mesures, contrairement à ce que les gens pensent. Les magistrats font leur travail, parce que ceux qu'on accuse ont la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on juge. Parce que c'est le juge qui qualifie les faits. Mais que veulent les Camerounais? Les Camerounais veulent que dès qu'on dit que M. Kounié a volé, qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête. C'est un exemple. Qu'on l'arrête. Qu'on le dépossède de tous ses avantages sans qu'il ne soit jugé et sans qu'il y ait une sentence. Et là,
le président Paul Biya, c'est un juriste. Il laisse toujours la procédure aboutir jusqu'au jugement afin, n'est-ce pas, de pouvoir gérer. Il y a des procès qui durent 20 ans. Hein. Oui, puisqu'il est là éternellement. C'est pas ce... Monsieur Kounié, on est dans une perspective aujourd'hui de bonne gouvernance. C'est le maître mot du président. Ça doit se situer dans le temps. Monsieur Kounié, permettez-moi de poser la question. Le président Paul Biya a prescrit la bonne gouvernance, a résolument demandé à tout le monde de respecter la fortune publique et d'être garant de cette fortune publique, donc de rendre compte à tout moment. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous dire... Parlez au Camerounais. Je voudrais vous dire que la Chambre des comptes de la Cour suprême, dans son rapport 2015, a écrit noir sur blanc que les marchés fictifs dans le budget étaient de l'ordre de 900 milliards. Ça veut dire que les bons d'engagement que les fonctionnaires délivraient à eux-mêmes et ils allaient cacheter pour aller prendre l'argent au trésor étaient énormes dans un budget en une année. C'était de 5 milliards à 5 milliards en 5 ans avec 900 milliards pour l'exercice 2015. Et ça a diminué. Je ne sais pas quelles sont les mesures qui ont été prises parce que le dernier rapport, je l'ai lu, le dernier rapport de la Chambre, ça a diminué considérablement. Donc on peut dire que peut-être qu'ils ont changé de fusil d'épaule. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas vu de réaction par rapport à ça. Et le premier problème, c'est que tous ces ministres qui sont là et tous ces fonctionnaires qui sont là sont des opérateurs. Nous disons que le fondement de la corruption, la base de la corruption, c'est les fonctionnaires. Il faudrait interdire aux fonctionnaires d'être des opérateurs économiques et d'être... Parce qu'il y a délit d'initié, il y a concurrence. Mais c'est interdit, vous n'avez pas lu les textes. Donc, il faut interdire. C'est interdit. Ce n'est pas fait. Je voudrais vous dire aussi que, s'agissant des gens qui sont arrêtés, nous sommes d'accord qu'on les mette en prison. Ah, déjà. Mais qu'on leur demande de rembourser les fonds. Mais il y en a qui ont commencé à rembourser. Oui, mais on nous a dit que si vous remboursez, combien remboursé? Puisque quand on voit ce qui a été remboursé jusqu'à présent, ça ne représente rien par rapport à ce qui a été détourné. Il n'y a pas de procédure par rapport à ça. Et puis nous disons que quand vous mettez les gens en prison comme s'ils sont en congé, quand le prêtre arrive, tous sont en cravate et tout ça. Mais qu'on les humilie un peu, qu'on couse une tenue pour les prisonniers et qu'on les habille avec. C'est quelle histoire que les gens sont en prison, ils sont en cravate à la première ligne, ils font la messe et tout ça. C'est quel genre de prison? Ça, c'est pas la prison. Donc il faudrait que quand les gens... Est-ce qu'ils n'ont pas droit aux vêtements? Ils ont droit aux vêtements, mais quand vous êtes en prison, vous ne devez pas avoir toutes ces libertés. Ils ont des cellules climatisées. Ils sont en veste quand le prêtre arrive. On peut avoir des cellules climatisées, c'est aussi un droit. Quand vous avez fait un crime de cette nature, ce n'est pas normal qu'on les trouve avec des vestes, en train de narguer. À la limite, vous les voyez en train de rire, ils narguent les gens, alors qu'ils ont toute la fortune pour la part de vélo. Donc, moi je pense que il faut... Et puis je voudrais répondre à une petite question là qui a été... Très rapidement. Je voudrais vous dire que le SDF n'a jamais soutenu. D'accord, merci beaucoup. Le SDF n'a pas... Je voudrais vous dire que Marafat a été contre le SDF. Même quand il y a eu les problèmes ici, c'était le premier ennemi du SDF. D'accord, merci beaucoup. Mais le SDF a désigné un avocat parce qu'il a demandé. C'est ça. Le professeur Kofele a été son avocat. Merci à vous, M. Kounié. Alors, je voudrais peut-être ajouter une question, si vous le permettez, M. Bandakani. Est-ce que les différentes interpellations, les différentes sanctions administratives qui ont été prises par le Conseil de discipline budgétaire, ces différentes sanctions ont permis d'améliorer la perception des uns et des autres pour ce qui est de la gestion de la fortune publique au Cameroun? Non. Il est clair qu'au niveau de l'opinion, vraiment, la messe est dite. Bon, peut-être que c'est sévère, mais il y a un doute profond. Vous avez dit que vous avez dit la vérité. Mais la vérité, c'est pas ce que vous voulez me faire dire. C'est ce que je crois être la vérité. Vous êtes le modérateur, je vous respecte dans ce rôle. Donc, je suis en train de dire que il y a un doute au niveau de l'opinion, n'est-ce pas, sur l'efficacité des mesures qui sont prises. Il y a un doute. Mais c'est en cela que ce que mon ami Luther Meka a dit est important. Pourquoi il y a le doute? Parce qu'il y a les lobbies organisés qui font tout pour casser l'opération épervier et qui sont en campagne extraordinaire contre l'opération épervier matin, midi, soir. Kounié qui a été très brillant sur la question tout à l'heure, mais qu'il a joué. Quand on veut dire que ce sont seulement les fonctionnaires qui volent au Cameroun, on blague ou quoi? C'est que l'amusement, ça. Ils volent certes, mais ils ne sont pas les seuls qui volent. Pourquoi on stigmatise tant les fonctionnaires quand on parle de détournement? Posez-vous la question. Ce sont ces lobbies. On vole partout dans ce pays. Les hommes d'affaires volent. Et puis l'État. Je suivais un expert hier parler sur un plateau, le docteur Alaka, où l'impôt est collecté par des entreprises privées qui créent une mafia et qui volent l'argent de l'État. Ce sont des entreprises privées.
Ce n'est pas le seul cas. Combien d'argent sort de ce pays transporté par les multinationales? Le budget du Cameroun, quand c'est trop, c'est 5 000 milliards. Hein, extrapolons. On a 4 000, 5 000 milliards. C'est pour le budget. Combien le Cameroun produit? C'est-à-dire que globalement, en dehors du budget, vous êtes pratiquement à plus de 15 000 milliards de francs. Donc 5 000 milliards, c'est pour, c'est pour le budget de l'État. Le reste, ça va où? Non, ça va où? Quand on fait croire au Cameroun que c'est seulement les fonctionnaires qui volent, allez voir l'intérêt politique qu'il y a derrière. Voilà pourquoi je vous dis que si au niveau de l'opinion, il y a un doute dans la perception, notre rôle contre vents et marées, c'est de dire qu'il faut encourager ça. Il fallait commencer. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où vous avez pratiquement tout un gouvernement en prison. Montrez-moi l'exemple au monde où il y a ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Montrez-moi l'exemple au monde où vous avez vu, dans des pays, vous dites... C'est zéro. Allons-y. Rapidement, voilà. On est à la fin de l'émission. Non, je vous comprends parce que votre parti soutient les voleurs. Je comprends. Non, si vous devez aller jusqu'à faire de M. Marafa un prisonnier politique aux États-Unis. Il y a eu un séminaire piloté par un haut cadre du SDF. Il ne faut pas nous faire parler. À l'époque, nous on disait non, vous avez dit oui. Donc je suis en train de dire que montrez-moi, il y a dans le monde des pays très corrompus, même pas un ministre en prison. Au Cameroun, tout un gouvernement pratiquement est en prison. C'est une nation. La corruption avait pris une dimension politique terrible. Il fallait désorganiser les circuits en frappant, n'est-ce pas, les têtes dans un premier temps. Et c'était important parce que l'État courait un risque d'effondrement, je le répète tout à l'heure. Donc il fallait une certaine pédagogie qui fait en ce que, n'est-ce pas, comment les politiques, on ne voit pas les résultats au niveau de l'opinion, mais notre rôle, nous, les hommes politiques, honnêtes, c'est de dire que l'affaire là, il faut continuer à soutenir, il faut soutenir ça. Merci beaucoup. C'est mieux que rien du tout. Il nous reste très peu de temps. Je pense que la réalisation nous accorde 3 minutes pour pouvoir sortir de ce plateau. 3 minutes, M. Bandakani, nous avons une pléthore de SMS à pouvoir épuiser. Et également, il y a André Lutameka et Dr Fosso qui doivent donner leur dernière réaction sur le sujet que nous avons évoqué. Je sais que Dr Fosso va peut-être revenir sur... je ne sais pas dire les dernières recommandations du CNES, mais bon... Non, la grève continue, si c'est ça, oui, c'est bon. D'accord. Alors, pour ce qui est de ce sujet, Bandakani, c'est regrettable pour vous, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous étiez très farouche au système. Aujourd'hui, un défenseur de ce système, il n'est pas juste de dire que M. Biya était obligé de permettre aux fonctionnaires de faire des affaires. Cette décision était, pour ma part, d'enrichir les petits amis et concurrencer les hommes d'affaires camerounais. C'est Serge de Ndokpassi qui a envoyé ce SMS. Et puis bonsoir à vous. Non, vous allez trouver l'émission sur YouTube. Vous tapez Tout au clair, vous trouverez l'émission sur YouTube dès demain matin. Alors, d'autres SMS sont arrivés. Nous sommes à près de 200 SMS qui sont arrivés. Bonsoir au plateau. L'opération Épervier est un organisme politique. On devrait fusiller ces bandits à col blanc. Monsieur Fouda se trouve avec 568 millions en espèces à son domicile dans un pays sérieux qui se veut émergent. Ils ont pris le peuple pour leurs clients et le pays leur société. C'est Guy depuis Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir le panel. Monsieur Meka, donnez votre point de vue. C'est lui qui intéresse le peuple. Les incertitudes des autres nous intéressent résiduellement. Le Conseil de discipline budgétaire ne fait que faire son travail conformément au texte qui le crée. Il doit travailler en permanence et le fait de passer par là ne signifie pas forcément qu'on est détourné des deniers publics. Le CDBF veille à ce que les gestionnaires des deniers publics ayant reçu l'autorisation du Parlement à faire des choses le fassent véritablement. S'il vous plaît, M. Kounié, expliquez au peuple les notions de faute de gestion, de débat et de détournement. C'est M. Al-Moudji qui nous a envoyé ce SMS, certainement de Garoua. Bonsoir à vous sur le plateau. Si vous ne voulez pas comprendre que le Cameroun est en faillite, c'est que vous n'allez jamais soigner le mal après la grève des enseignants, celle des employés de la communauté urbaine de Douala, de la Campos et puis quoi encore. Le Cameroun va droit au mur. La preuve, on va encore acheter les tricycles ajouter aux autres 50 véhicules pour les chiens de ministres. C'est donc une réaction d'un Camerounais qui nous est parvenu. Bonsoir, Monsieur Bandakani.
Je ne lirai pas ce SMS, il est assez difficile à lire, c'est Wilfried qui l'a envoyé. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun est un pays qui promeut l'égalité sociale. C'est également un Camerounais qui a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Le brillant panel, d'ailleurs. Je me demande pourquoi nos dirigeants n'écoutent pas les plaintes des citoyens. Comment ne pas donner les avantages prévus à tous les corps, harmoniser l'âge de départ à la retraite pour tous les corps, décharger tous les responsables qui, par leur gestion, poussent leurs collaborateurs au bout en s'accaparant de tous les avantages. Je suis M. Balthazar Nibé, professionnel de santé à Abomban. Merci à vous qui nous suivez à Abomban. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Dr Fotso, une dernière réaction pour sortir de ce plateau? Non, s'il faut parler de la grève, je dirais simplement aux collègues que le mot de grève n'est pas levé, contrairement à ce que certains ont fait circuler. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc le mot de grève reste maintenu et c'est demain soir que nous allons faire le bilan pour voir s'il faut prolonger le mot d'ordre de grève ou pas. André Lutermeka? Non, je crois qu'il faut payer. Il faudrait que les enseignants soient bien lotis. Et moi, je plaide pour tous les enseignants, hein, parce que ce n'est pas seulement le supérieur, le primaire, le secondaire. Et je peux dire que enfin les bonnes choses reviennent, parce que avec l'opération Épervier qui commence avec ce conseil de discipline, je crois que tous les partis politiques qui militent à ce que cela s'arrête vont être bottés à la touche. Et j'encourage Madame le ministre du Consupé à poursuivre, parce qu'elle est très menacée par rapport à cette opération. Non, on va commencer par... oui, je voudrais très rapidement. Oui, je voudrais dire que tout n'est pas mauvais. Hein, parce que quand il y a une petite avancée, il faut le signaler. C'est bien. Il faut le signaler. Moi, j'ai apprécié beaucoup la sortie de M. Moutazé, Paul Moutazé, qui est venu à Douala et qui a fait un cadre de concertation avec le JICAM. Et au terme de cette concertation, parce que cette concertation, c'était pour pouvoir voir comment le budget doit être confectionné, il a créé un cadre. Alors, ce que nous demandons, c'est que ce cadre se pérennise et que ce cadre puisse être un cadre où on va discuter souvent, parce qu'il y a un gros problème entre l'administration financière et fiscale et les opérateurs économiques. Nous souhaitons que ce cadre soit un cadre où on pourra faire la dette croisée, pas la dette croisée, parce que les gens ont des crédits de TVA de 70 millions et on vient les sceller pour 10 millions. On va faire une émission spécialement consacrée à ce domaine-là. Il faudrait que ce cadre qu'il a créé se consolide et que ça joue le rôle de l'office des poursuites et des faillites pour que l'État ne pense pas que s'il est endetté et que quelqu'un d'autre est endetté, il va utiliser ce qu'on appelle la force publique pour l'écraser. Merci beaucoup à vous. On va revenir sur cette problématique dans le cadre de Tout au clair et merci de la soulever ici ce soir. Merci à vous, Président Bandakani. On peut être heureux de voir que... Un militant du SDF, ça... Non, c'est ça, c'est cette dynamique. Il faut qu'on suive dans notre pays que de cultiver une guerre sociale qui va détruire notre pays. Il faut que les hommes politiques soient de plus en plus courageux pour reconnaître que ça c'est bon, il y a des avancées et ça c'est mauvais. Ouais. Et d'autre part, bon, je voudrais simplement dire que moi je soutiens, hein, moi j'encourage, je suis derrière le CINES, parce que ça rentre dans notre démarche politique, dans ma tradition politique, et j'assume tout le soutien que j'ai apporté au chef de l'État. Merci beaucoup à vous, messieurs, mesdames, d'être venus sur ce plateau. André Lutermeka, vous avez fait la route de Yabassi ce soir. Je sais qu'elle est nettement meilleure aujourd'hui. Merci à vous. Dr Fotso, merci encore. Merci. Bonne continuation dans votre lutte. Et on espère vous avoir apporté quelques éléments pour continuer votre combat. Monsieur Kouni, merci, bonsoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. Président Kouni, président...